Alors, je vais peut-être déjà commencer à appeler nos participants à notre deuxième table ronde. Comme ça, le temps qu'ils s'installent, tout le monde sera revenu. Donc, Patrick Laurence Frings, est-il là? Il est là. DSI, groupe de la Caisse des dépôts. Bonjour Patrick. Hicham Raoui, on a l'impression que je fais l'appel un peu. Hein. Présent, il faut dire présent. Hein. Directeur des infrastructures et des technologies chez Auchan. Vincent Guédon. Très bien. Vous pouvez prendre place. VP Stratégie et VP Cloud Infrastructure Service chez Orange Business Services. Et Michael Nestou. Présent, Michael. Très bien. Vous prenez place. Directeur Cloud Infrastructure chez NJ IT. J'oublie quelqu'un? C'est fou. J'ai un problème avec Toufik aujourd'hui. Il va m'en vouloir. Ça va se régler après, ça, au cocktail. Je vais enlever une chaise. On a tamisé un petit peu la salle. On part du principe que tout le monde est là. Alors, messieurs, comment accélérer la transformation au niveau des pratiques et créer de la valeur? Jolie question. L'idée, ça va être effectivement de voir un petit peu au niveau de l'accélération des cycles d'innovation, quels sont les nouveaux usages, les nouveaux services. On va essayer d'aller effectivement un petit peu au-delà de ce qui a pu déjà être exprimé tout à l'heure. Et d'aborder un sujet qui, lui, pour le coup, n'a pas été du tout traité, c'est la question des enjeux RSE, voilà, tout ce qui est développement durable et le numérique responsable. Patrick, peut-être qu'on peut commencer par vous, justement, sur cette question de l'accélération des cycles d'innovation, les nouveaux usages et les services, côté, alors pas forcément côté Caisse des dépôts, mais aussi votre vision sur ce point. Je voudrais aborder un sujet qui a été peut-être un petit peu moins abordé dans la première table ronde, c'est le sujet des données, le sujet de la data, et notamment de la valorisation des données, qui est un enjeu absolument majeur. Hein. C'est à la fois un enjeu de souveraineté, puisque alors ça a été abordé, il y a la question quand même de la localisation des données et puis de leur sécurisation, mais également un enjeu de compétitivité sur comment les utiliser et comment pouvoir utiliser ce capital hein, dont on dit régulièrement que c'est l'or noir du XXIe siècle. Et là, je crois qu'il y a un premier constat, en tout cas c'est un parti pris que nous avons effectivement au sein du groupe Caisse des dépôts et plus largement au sein de l'écosystème Gaia-X, hein, dont nous sommes partie prenante depuis 2 ans avec de nombreux collègues, c'est la question d'une approche écosystémique, une approche en écosystème et non plus simplement une approche entité par entité. Donc nous observons un déplacement qui s'opère notamment pour les DSI de ne plus simplement concevoir leur patrimoine de données à l'aune de ce que nous possédons entre guillemets à l'intérieur de notre data center. Alors notre data center hybride, hein, pas simplement ce qui est on-premise ou dans le cloud privé, mais notre data center étendu, mais de considérer effectivement le système d'information comme étant un système d'information de plus en plus écosystémique et pouvoir extraire et construire plus de valeur. Alors ça veut dire en termes d'accélération qu'il faut trouver des nouveaux modes d'action. Hein. On avait l'habitude de travailler entre métier et IT. De plus en plus, on voit que le rôle du DSI devient également un rôle de VRP et puis de travail en écosystème, non plus simplement avec ses directions métiers, mais éventuellement avec d'autres entreprises, évidemment les startups, ça fait plusieurs années que c'est le cas, et donc des nouveaux modes d'action pour prendre en compte cette dimension écosystémique au niveau des cas d'usage et au niveau évidemment du système d'information et pouvoir aller chercher plus de valeur grâce à l'écosystème. On pourra peut-être prendre quelques exemples tout à l'heure, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Et évidemment sur l'ESG, alors là, il y a un champ absolument immense. Merci beaucoup, Patrick. Hicham Raoui, donc Auchan, sur cette question de l'accélération des cycles d'innovation, comment ça se traduit?
Alors, en fait, sur ces sujets-là, il y a deux piliers fondamentaux, justement, que l'on a mis en œuvre, qui me paraissent très importants au niveau de l'innovation. Le premier, c'est, alors, quand vous n'avez pas spécialement, vous n'êtes pas dans une entreprise de tech à la base, hein, dans le retail, bah, c'est avoir cette culture de l'innovation. Et pour passer de la culture, on va dire, informatique traditionnelle à l'innovation, il faut être vraiment en open innovation. Donc, avoir à la fois quelqu'un qui incarne l'innovation, diffuser cette culture auprès des collaborateurs pour que chacun participe, et aussi s'ouvrir. Donc pour s'ouvrir, bah, c'est aller voir ce que font déjà vos partenaires. Hein. Vous avez beaucoup de partenaires avec lesquels vous travaillez, donc chez Auchan, des ESN, des cabinets de conseil, des éditeurs, des constructeurs qui sont prêts aussi à travailler avec vous et à favoriser cette culture, mais aussi à proposer des innovations. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément au niveau de l'innovation, ce qui est très important, c'est d'embarquer le métier très rapidement. C'est-à-dire que on parlait de cockpit justement tout à l'heure, hein, par rapport au DevOps, etc. Bah, là, c'est la même chose pour l'innovation. Donc, c'est de ne pas travailler tout seul en chambre en mode savant fou et R&D dans notre coin. C'est d'avoir les gens du métier avec vous, travailler ensemble, limite un binôme, pour pouvoir favoriser notamment à la fois ce développement de culture, mais aussi quand il va falloir après délivrer en production, parce que c'est souvent là que le bas blesse, c'est qu'on travaille beaucoup sur des sujets innovants. Après, quand il faut passer à l'étape d'après, mettre en production et en avoir la valeur, ça devient plus compliqué. Donc, quand vous embarquez le métier, les acteurs de la tech, et potentiellement, bien sûr, des gens du juridique, etc., eh ben, ça vous permet d'accélérer et puis de pouvoir délivrer en production. Et en cela, on s'inspire aussi beaucoup de ce que font les startups en mode MVP. Donc vraiment, travailler sur des solutions, faire un MVP, on prend, on développe, on met en prod. Ça prend, tant mieux. Si ça ne prend pas, on jette. Donc c'est le mode try and learn, fail fast. Donc c'est très important de faire inculquer cette culture-là. On y va progressivement. Ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne chez Auchan. Là, vous avez parlé effectivement, on ne reste pas tout seul dans son coin à faire les savants fous et de l'autre côté, d'embarquer les métiers. Du coup, ce que je comprends, c'est que les métiers, il faut les embarquer au moment où on prend des décisions, pour réfléchir. C'est ça, pour brainstormer, pour faire en sorte que ça parte d'une décision presque collégiale ou d'un choix commun. Bah, dès la phase amont, c'est qu'eux-mêmes aient cette culture de l'innovation. Et pour cela, alors moi, c'est quelque chose que je vais mettre en place chez Auchan, mais je l'avais fait dans mes vies précédentes, c'est les Learning Expeditions. C'est vous prenez des gens de l'IT du métier, vous mettez dans un bus, ou vous partez à pied ou à vélo, et vous allez visiter d'autres entreprises innovantes pour leur faire découvrir justement le monde extérieur, et pas forcément de votre domaine. Donc l'idée, c'est d'être inspiré avec le métier pour, dès les phases amont, justement, être dans cette réflexion-là, pour arriver dans tout le cycle de développement de MVP jusqu'à la production, être présent avec eux. Donc ça, c'est important. Merci beaucoup, Hicham. Vincent Guédon, donc, je rappelle que vous êtes VP Stratégie, VP Cloud Infrastructure Service chez OBS. Vous, sur l'accélération des cycles d'innovation, les nouveaux usages, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous constatez en tout cas vous? Alors déjà, merci de cette invitation. Ravi d'être parmi vous. Je vais faire un contre-pied. Je vais tout de suite, pour lever le suspense, répondre à la question qui nous réunit aujourd'hui en forme d'accroche. Est-ce que 100% des applications seront dans le cloud? C'était ma question pour la fin. Ça. Oui, mais c'est à moi aussi. Je peux jouer aussi un petit peu, sauf si vous me l'interdisez. Donc moi, ma conviction, c'est que non, pour de bonnes raisons qui ont déjà été évoquées jusqu'ici, dans la table ronde précédente. D'abord parce que bon nombre d'entreprises et d'organisations débutent tout juste leur voyage vers le cloud. Qu'ensuite, c'est un périple qui prend du temps. On l'a observé sur la dernière décennie, et même les pionniers ne sont pas arrivés à avoir tout migré dans le cloud. Et enfin, parce que ça ne fait pas forcément sens de migrer toutes les applications et toutes les données, notamment les plus anciennes, vers le cloud, et notamment vers le cloud public. Donc je n'y crois pas. En revanche, je suis prêt à prendre le risque de parier avec vous, alors je ne sais pas ce qu'il faut qu'on parie aujourd'hui, que 100% des entreprises et organisations utiliseront le cloud en 2030. Déjà pour des raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est que toute l'innovation se fait sur le cloud, ou l'essentiel de l'innovation se fait sur le cloud aujourd'hui. Et tous les acteurs qui existent aujourd'hui, s'ils veulent exister en 2030, doivent innover. Donc très probablement, ils auront un bout de leur IT qui est dans le cloud. Et ensuite, parce que la maturité aujourd'hui, elle est là. Enfin, les entreprises ont bien compris, les organisations aussi, que c'était un ingrédient technologique qui, combiné à la data et aux instruments de l'intelligence artificielle, est déterminant et essentiel pour porter la transition numérique, pour innover, comme vous le dites, pour transformer les business models en profondeur, pour servir les objectifs RSE. J'espère qu'on pourra en parler tout à l'heure, bien que ce soit un contre-pied par rapport à l'étude qui nous a été présentée. Et donc, bref, pour rester pertinent dans un monde de plus en plus numérique, c'est clair qu'il faut faire du cloud. Donc 100% des entreprises auront du cloud. Moi, je pense par là à horizon 2030, même avant. Maintenant, donc il y a une accélération. Mais pour accélérer, vous nous posez la question de savoir comment on fait. Moi, il y a des tas de leviers. Ce qui a été dit jusqu'ici, j'adhère totalement. Moi, pour apporter ma pierre à l'édifice, je voudrais mettre l'emphase sur deux. Le premier, c'est la gestion des risques.
Et le deuxième, c'est la finalité, ce qui renvoie un peu à l'onboarding des métiers. Gestion des risques, parce que cette transformation dont on parle, elle modifie en profondeur les systèmes d'information. Donc c'est une prise de risque, puisqu'il en va de la pérennité, de la fiabilité, de la performance, de la conformité du SI, aussi de la capacité pour le DSI, globalement pour l'entreprise, de maîtriser sa plateforme digitale, son SI, y compris financièrement. On a commencé à évoquer le fait que le cloud pouvait coûter plus cher que du on-prem tout à l'heure. C'est vrai, c'est pas vrai, ça dépend des use cases, mais c'est un vrai sujet. Donc pour aller vite dans ce virage de l'adoption du cloud, il faut pouvoir le prendre en confiance. Je ne parle pas du cloud de confiance, mais adopter le cloud en confiance. C'est pour ça que nous, ce qu'on essaie de développer chez Orange et qu'on applique à nous-mêmes, c'est le premier conseil qu'on essaie de donner aux clients qu'on accompagne dans leur adoption du cloud, c'est le concept de équation de la confiance numérique qu'on essaie de définir et de poser avec notre client, qui couvre différents paramètres et dont le paramétrage et la solution dépend de tous les clients, de chaque client, et dépend aussi de chaque application. Donc ça renvoie à des enjeux autour des infrastructures et des enablers. On a parlé des couches profondes tout à l'heure, les choix technologiques, les briques technologiques qu'on prend en fonction des juridictions, des géographies dans lesquelles on va opérer des plateformes digitales, ça dépend. Ensuite, il y a des sujets opérationnels, il y a des sujets de compétences, il y a des sujets également de contraintes qui renvoient au secteur d'activité de chacun et des contraintes auxquelles il est exposé. Bref, c'est ce qu'on appelle l'équation de la confiance, et on essaye de la résoudre pour pouvoir aider nos clients et nous-mêmes à comprendre quels sont les risques auxquels il va être exposé, peser ces risques, décider de ceux qu'on est prêt à prendre, ce qui du coup permet de déterminer ce qu'on va garder chez soi et ce qu'on va aller mettre dans le cloud et dans quel cloud. Et ensuite, mettre en place les plans d'action qui permettent de mitiger, de gérer les risques qu'on est prêt à prendre. Je suis un petit peu lent, j'en suis désolé, mais ça, c'est pour moi essentiel, parce que pour accélérer, il faut se sentir en confiance, il faut se sentir en adhérence sur la route, et c'est le premier sujet. C'est un sujet d'entreprise, en fait, l'adoption du cloud, ça a commencé à être évoqué tout à l'heure. Et donc, ça mérite une réflexion à ce niveau-là, de type gestion des risques, transformation fondamentale de l'entreprise. Et une fois qu'on a mis ça, je reprends ma casquette qui est plutôt celle du fournisseur, de l'accompagnateur qui fournit des briques technologiques et qui va les orchestrer pour aider son client à mettre en place, à adopter le cloud. Du coup, ça passe nécessairement, et c'est un deuxième levier en fait, mais qui est plus technologique, par de l'agrégation de différents parfums de cloud, je dirais, qui vont être adaptés en fonction des finalités, en fonction des contraintes de chaque application et de chaque donnée. Donc c'est pour ça que nous avons la conviction que le cloud est en fait un cloud hybride. Pardon, j'ai cru entendre quelqu'un, ça dérangeait de dire le cloud hybride tout à l'heure, et quelqu'un qui parlait très bien d'ailleurs. Mais je me permets quand même d'introduire ce concept ici. C'est un peu de cloud privé, un peu de cloud public, et dans le cloud public, il y en a plusieurs en fonction de ce qu'on veut faire. Si c'est pour moderniser son front office, on va prendre un cloud américain d'un certain type. Si c'est pour moderniser son back office, on va peut-être utiliser un cloud public d'un fournisseur européen, que sais-je. Si c'est pour aller héberger des données sensibles et critiques pour une finalité qui exige d'être conforme à un cahier des charges bien spécifique et complexe, on peut aller sur une solution qui peut être celle d'un fournisseur européen, comme Orange, comme OVH, comme Scaleway, comme d'autres. Donc un monde qui est multi-cloud. Et je terminerai par ça, puisqu'en fait, vous avez très bien abordé le sujet de l'onboarding des métiers. C'est peut-être un ingrédient pour accélérer, c'est d'accepter et d'aller plutôt de faire ce choix de l'intégration de différentes technologies pour assembler la meilleure réponse à l'équation de la confiance numérique que j'essayais d'introduire tout à l'heure, et qui du coup permet d'aller vite dans l'adoption du cloud et de la modernisation. Confiance, multi-cloud et onboarding des équipes. Michael Nestou, donc directeur cloud infrastructure chez NJIT. Vous, alors peut-être pas forcément pour rebondir sur ce que vient de nous dire Vincent, mais sur cette question d'accélération des cycles des innovations, c'est quelque chose que vous éprouvez ? Oui, déjà, bonjour à tous. Oui, complètement. Chez Engie, en fait, le cloud, c'est un voyage qui a été embarqué il y a maintenant quelques années, 2016, 2017. Je pense qu'on était assez précurseurs à l'époque. Et comme ça a été dit en fait dans la première table ronde, c'était les nouvelles applications qui ont été mises sur le cloud, et puis ce qui existait déjà sur le on-prem a continué à vivre sa vie sur le on-prem. On a constaté effectivement une vraie accélération dans le time to market, le lien avec les clients, enfin avec les entités business, le lien aussi avec les équipes applicatives, les équipes infra pour justement au travers de démarches agiles mettre tout le monde autour d'une table pour un objectif commun. C'est vrai que c'est un des avantages du cloud, c'est-à-dire que le cloud permet
de mettre l'infrastructure dans le monde du code. Et donc, on peut essayer facilement, et si ça ne correspond pas, ben, on peut retenter. Donc, ça permet rapidement d'aller sur des MVP. Et donc, ça se mesure dans les différents projets. Ça nécessite aussi, et ce n'est pas juste un projet infrastructure ou IT, c'est aussi un projet dans lequel on doit embarquer les métiers pour les sensibiliser à l'agile. Parfois, les métiers confondent agile et vitesse. Donc l'agile, c'est une vraie démarche qui n'est pas simple d'amener dans la transformation de l'ensemble des strates d'une entreprise. Mais au final, on en voit l'intérêt. On en est arrivé là maintenant, en fait, chez Engie, pour la grande majorité des infrastructures, non plus à se poser la question de savoir si on va sur le cloud ou pas, mais de savoir si on reste sur le on-prem ou pas. On est en train de fermer notre socle mutualisé on-prem chez Engie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui... Vous êtes en train un peu de vous poser la question, vous, hein? Voilà, donc nous, la question a été tranchée. Ça va être la date, qui justement... Voilà, la date, c'est la fin de l'année. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, à côté de ce socle mutualisé on-prem, il y a des entités, des filières chez Engie qui ont des contraintes réglementaires et pour lesquelles on doit rester on-prem. Je pense en particulier en Belgique, on a des fournitures d'énergie nucléaire, donc on ne se pose pas la question, ça reste en Belgique. Mais ça devient vraiment l'exception. Et donc, la raison en fait, pour laquelle on a pris cette décision, c'est qu'on en arrivait à des coûts résiduels sur le on-prem. Et donc, pourquoi rester sur le on-prem? On se dit que ça coûte plus très cher. Si, ça commence à devenir très cher puisqu'il y en a très peu, et donc on a des problématiques d'effet de masse. Donc oui, on a essayé il y a quelques années. Deux, on a passé le cap de se poser la question s'il fallait aller sur le cloud, et on en arrive maintenant à sortir du on-prem. Aujourd'hui, on a plus de, pour vous donner un ordre d'idée, mais on a plus de 10 000 VM sur le cloud, et on commence là à envisager le fait que le nombre de VM sur le cloud va baisser, puisqu'on ne va plus utiliser du IaaS, mais on va plutôt utiliser des services managés, des hyperscalers, pour justement là aussi réduire les factures de consommation d'infrastructures. Donc oui, c'est des accélérateurs. Oui, c'est aussi des accélérateurs aussi en termes de ressources humaines. Aujourd'hui, je pense qu'on est attractif vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de certains alternants, parce que on leur parle de cloud et en vrai. On a eu il y a quelques années, c'est en train de se terminer, des problématiques de reskilling de nos équipes. Il faut les amener sur le cloud. Des personnes qui avaient des expertises sur du on-prem, il faut réussir à les amener sur le cloud. Et je pense que le pari est plutôt gagné. Et maintenant, en fait, on a cette, je pense, attractivité vis-à-vis des jeunes qui, si on n'avait pas fait ce virage, serait sans doute plus problématique. Voilà, donc accélération en termes de time to market avec les métiers, accélération en termes de technologie qui fait aussi qu'on peut amener, on peut être attractif au niveau des HR, et Dieu sait si en ce moment c'est un enjeu pour, je pense, toutes les entités qui font de l'informatique. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël, pour ce témoignage. Toufik Artani, donc EY, sur l'accélération, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelques chiffres peut-être? Alors j'ai donné trop de chiffres, donc je vais c'est une pause je vais faire autre chose. En fait, je vais donner plutôt ma vision un peu de consultant, parce que c'est ce qu'on est. Et par une anecdote, typiquement, moi j'ai eu un client, un DSI, qui m'a posé la question. Aujourd'hui, je n'arrive pas à embarquer mes métiers, donc mon COMEX, pour avoir des budgets pour faire ma transfo cloud. On avait passé le sujet du cloud first, mais il voulait faire un peu, comme disait Mickaël, accélérer sa transformation vers le cloud. Ma réponse a été simple. Il faut penser use case, réfléchir use case, donc cas d'usage et valeur métier, et comment tirer cette valeur-là, embarquer les métiers dans la co-construction de cette valeur que peut apporter le cloud par rapport à cette transformation. Et de là, les budgets viendront. Ça ne sera pas une question de budget parce qu'on aura la valeur derrière. La valeur qui sera soit du time to market, soit de l'agilité, soit de la réduction de risque, etc. Donc l'accélération se fera comme ça, en fait.
Oui, alors c'est ce que je disais Hicham tout à l'heure, c'est-à-dire que pour embarquer les équipes, on ne va pas les embarquer dans un choix technologique comme si c'était des techniciens comme la DSI. On va les embarquer dans un choix technologique à partir du moment où on aura réfléchi à un cas d'usage, c'est ça, une finalité où d'un point de vue métier, il va y avoir un vrai bénéfice. Du coup, si vous permettez, je poursuis avec vous, Toufik, comme ça je me rattrape un petit peu. Au niveau des nouvelles méthodes de travail, parce que ça vient vraiment en complément, sur la transformation, les nouvelles compétences. On a parlé tout à l'heure aussi de la transition générationnelle, voilà, des jeunes qui sortent d'école avec des usages personnels qui veulent absolument voir se retrouver dans l'entreprise. Comment tout ça, qu'est-ce que vous voyez justement en tant que conseiller? Alors justement, là on voit vraiment un schisme entre ceux qui arrivent et ceux qui sont là en fait. Globalement, ceux qui arrivent, ils viennent avec un mindset agilité, de bout en bout, je dirais, qui est de plus en plus natif. Donc il y a moins besoin de faire toutes ces formations, etc. Et ils naissent dans le cloud, ils naissent dans l'agilité, dans le DevOps. Par contre, ceux qui sont déjà là, et surtout ceux qui sont déjà là depuis assez longtemps, il va y avoir un vrai effort à faire pour les intégrer dans ces démarches-là, sans remettre en cause leur expertise première, en fait. Donc, des démarches de Cloud Academy, je pense qu'Engie a fait ça, par exemple, etc., de transformation de compétences, très soutenues par des RH, avec des investissements importants en termes de programmes de formation, et pas que des formations via des slides, mais vraiment du coaching, de l'accompagnement sur le terrain, qui se mettent en place et qui aident progressivement à transformer les compétences et surtout l'état d'esprit, en fait, le mindset. D'accord, merci. Je veux bien qu'on continue avec vous, Michael, si vous voulez bien, justement, sur ces questions de transformation et d'accompagnement des équipes. Vous l'avez déjà un petit peu amorcé tout à l'heure, mais si on pouvait justement le développer en termes soit de formation, soit de sensibilisation. On parle d'embarquer les équipes métiers. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors c'est sans doute à plusieurs niveaux. Au niveau du métier, au-delà du cloud, je pense que c'est plus la démarche agile qui est importante, parce qu'après, le métier, ce qui l'importe, c'est pas de savoir si ça tourne sur un serveur à droite ou à gauche. Que ça marche. Ce qui est important, c'est que ça marche, c'est que ça aille vite, et que les problématiques qu'on pouvait connaître il y a quelques années de « Ah oui, mais si tu veux essayer ça, il faut qu'on te commande un serveur, et que voilà, dans 6 mois, on se revoit, et on peut commencer à parler métier ». Là, on parle métier tout de suite. Mais par contre, pour ça, il faut effectivement avoir cette sensibilisation à l'agilité, à travailler en sprint, à avoir des livrables, enfin, à ce qu'eux soient aussi confrontés à cette problématique de product owner, par exemple, qui n'est pas forcément native dans les métiers. Mais c'est plus large que le cloud. C'est, je pense, une démarche d'agilité. Après, sur le cloud en tant que tel, là, on est plus sur des populations IT, des équipes applicatives, et puis gestion des infrastructures, où là, en fait, on a un changement aussi culturel, parce qu'on passe souvent de système, cycle en V, etc. Là aussi, il y a de l'agilité. Mais aussi comprendre ce que c'est que le cloud, comprendre les évolutions qu'elles permettent. Et donc, on parlait de Cloud Academy, qui avait été une sensibilisation qui a été faite il y a 4-5 ans maintenant au sein d'Engie. On a aussi la chance d'avoir des formations proposées par les hyperscalers qui permettent aussi largement de rendre accessibles les technologies du cloud aux équipes. Donc, il faut réussir à former les équipes internes. On le disait, c'est pas forcément simple parce que c'est pas leur métier premier. Et le cloud, c'est pas juste une évolution technique, c'est aussi une évolution culturelle. Donc, il y a bien les deux composantes à prendre en compte. Et puis aussi, derrière ces formations, il faut un accompagnement pour que les équipes puissent monter en compétences petit à petit sur le cloud. Alors ça se fait parce qu'en tout cas dans notre modèle de fonctionnement, on a un mixte entre des internes qui travaillent dans les expertises sur la gestion des infrastructures, mais qui sont accompagnés aussi par des consultants. Donc on fait rentrer des consultants spécialisés dans le cloud et ça permet aussi de monter le niveau de compétence des équipes. Et donc c'est un ensemble d'actions, de panels qui permettent, de faire monter les équipes à bord, deux, de ne pas les perdre. Ça c'est un point important. En tout cas que moi je souhaite mesurer régulièrement, c'est le niveau de turnover qu'on a dans nos équipes et qui au final, malgré toutes les transformations qui ont été amenées dans
dans la gestion de nos infrastructures est assez faible, c'est-à-dire que les équipes restent et adhèrent au projet. Donc ça, c'est un point important. Et on le disait maintenant, les nouvelles recrues sont plutôt intéressées et ne comprendraient pas qu'on ne soit pas sur le cloud. Donc on a aussi réussi à générer cette attractivité. Donc ça ne se fait pas en 15 jours. Je disais, en fait, nous, on a commencé la démarche Cloud First en 2016-2017. Oui, on est en 2023. Ça fait plus de 6 ans. Moi, le constat, fin d'année dernière, quand on faisait un petit peu le bilan de l'année, non seulement on a amené des équipes à travailler sur le cloud et en mobilité, en fait, sont passés de gestion de ressources, enfin d'infrastructures on-prem vers des gestions d'infrastructures cloud, mais on a réussi à faire le deuxième pas, c'est-à-dire que maintenant on a diffusé dans la totalité des équipes qui gèrent des infrastructures les technologies du cloud. Et donc dans mes équipes, aujourd'hui, au niveau premier des équipes, toutes les équipes travaillent sur du cloud, et pas juste parce qu'elles ont fait des formations, mais parce qu'elles touchent en vrai des infrastructures qui sont en production sur le cloud. Donc ça aussi, c'est pour moi important d'avoir réussi à faire cette transition et amener une grande majorité de l'équipe, des équipes sur ces nouvelles technologies. Voilà. Donc Alors, le voyage n'est pas fini, mais on est bien parti. Il est bien parti. Alors, je digresse légèrement. Je ne fais pas un sujet dans le sujet. Après, je laisserai effectivement les autres répondre aussi à la question. Est-ce que des technologies comme le low-code et le no-code, aujourd'hui, ne sont pas aussi une sorte de petit ciment, alors soit un ciment, soit une passerelle, justement, entre les métiers et l'IT, pour leur donner carrément la possibilité, non plus juste, comme disait Hicham tout à l'heure, d'être partie prenante dans la décision, mais carrément d'être partie prenante dans l'action. C'est-à-dire que l'IT développe, conçoit toutes ces choses qui sont très complexes, et le métier a la possibilité, effectivement, d'interagir directement dans la conception sur tous ces outils. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous croyez? Oui, on commence à le... même. Non, mais on commence à le voir, effectivement, sur... c'est pas vrai partout. Je pense qu'il y a quelques domaines... des systèmes d'information qui commencent à être possibles, en particulier avec la data vise. Alors, le fait de modéliser la donnée, construire les data lakes, ça, je ne pense pas que ce soit à la main des métiers. Le data analyst, c'est encore aussi un métier spécialisé qui est plutôt du monde de l'IT. Par contre, la data visualisation, réussir à mettre en forme, à trouver la modélisation des process, on est là-dedans. Exactement. Mais il faut qu'il y ait la construction. Les couches basses, elles sont encore très proches au métier. Couches basses, même fonctionnelles, même applicatives. Mais par contre, je pense qu'effectivement, l'outil et l'interface et les progrès qui ont été faits sur l'interface, je ne suis pas sûr que ce soit lié au code. C'est plus lié aussi aux progrès qui sont faits sur les interfaces, permettent au métier de rentrer plus à même dans c'est plus ça, la conception. Effectivement. L'approche low-code, c'est pas devenir développeur, c'est avoir la possibilité de participer au développement d'une application en agissant là où, en fait, finalement, le métier a beaucoup plus les compétences que l'IT. C'est, je pense, effectivement, sur la processisation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, des et puis intervenir plus facilement aussi dans les user stories, toutes les méthodes qui font partie de l'agile, pour être plus en interaction, effectivement, avec ce qui est produit in fine. On reviendra vers vous juste après, Vincent, mais Hicham, pour justement prolonger sur cette question des équipes, de la façon dont on les embarque, les nouvelles méthodes de travail, la nouvelle génération, les nouveaux outils, finalement, le rapport à une technologie on-prem, cloud, dans toutes ces choses un petit peu faciles, l'agilité, comment est-ce que ça se matérialise de votre côté ? Ce qui est certain, c'est qu'en effet, moi je prends toujours le parallèle avec le Digital Workplace qui visait justement à introduire les technologies du monde grand public dans l'entreprise. Donc le social network, le smartphone, ce genre de choses, c'est ce que voulaient voir les jeunes. Donc c'était aussi un facteur d'attractivité très important. Donc si vous arriviez avec un PC de 3 kilos, que vous ne pouviez même pas travailler de chez vous, ou voire même un PC fixe, en gros vous n'attirez pas les gens. Et là c'est le même principe sur les technologies et les solutions. C'est-à-dire que faut parler cloud, DevOps, même en termes de langage. Quand vous commencez à parler Java, des fois, maintenant, ça grimace. Les gens, Java, c'est mon père qui faisait du Java, et c'est un petit peu ça.
Donc c'est vraiment les nouvelles technologies cloud et c'est un facteur très important. Alors l'intérêt, c'est qu'en effet, c'est important pour ces personnes-là, mais c'est important pour l'entreprise, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Le futur, si vous développez en cloud native pour toutes vos futures applications, voilà, c'est là que ça se passe. Donc concrètement, nous aujourd'hui, si vous voulez, en termes de transformation, toutes les nouvelles plateformes, les nouvelles solutions sont faites à partir de là. On a toujours bien sûr le legacy qui est là, qui va progressivement évoluer. Soit on va le laisser mourir, comme on le disait tout à l'heure, soit on va le migrer et le faire évoluer. Donc il y a des chantiers, notamment chez Auchan France, pour moderniser un certain nombre d'applications. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, ce qui est très important aussi, c'est au-delà du fait d'être attractif avec les technologies, comme pour les métiers, il faut être présent aussi auprès des écoles. Donc pour avoir travaillé dans un groupe de travail, on a rencontré des universitaires, des personnes d'écoles d'ingénieurs. Ils veulent aussi savoir quelles sont nos attentes et nous, on a besoin de savoir aussi sur quoi les jeunes veulent aller, qu'est-ce qui les intéresse. Quand on a parlé de production informatique, on se rend compte que dans les filières, il n'y a plus grand monde qui veut y aller parce que les gens ne savent pas trop ce que c'est. Puis c'est pas forcément très, très attractif. Les gens, c'est cyber et dev. C'est principalement là-dessus. Et donc, du coup, c'est aussi important que nous, on sorte un petit peu de notre site, aller rencontrer justement les jeunes dans les écoles et vulgariser un petit peu ces démarches-là. Et quand je dis dans les écoles, c'est pas que les universités, c'est encore plus jeune. C'est vraiment aussi dans les lycées, les collèges. C'est-à-dire qu'on se rend compte, et je pense que vous le constatez tous, c'est que les métiers technologiques et de la technique, il y a de moins en moins de gens, les métiers scientifiques, il y a de moins en moins de gens qui y vont. De moins en moins aussi de femmes, parce que c'était un sujet qu'on a abordé. On a un déséquilibre qui se creuse là-dessus. Donc il faut rendre aussi la tech plus attractive. C'est pas seulement je suis devant mon Facebook ou mon WhatsApp ou mon FaceTime, je sais pas, en train d'utiliser une application, de consommer. C'est aussi montrer l'attractivité des métiers dans l'informatique dès le plus jeune âge. On peut même aller plus loin sur ces questions d'éducation et de formation et effectivement d'accompagner non pas juste les étudiants, les élèves, quand on parle d'école ou d'université, mais le corps enseignant. C'est-à-dire de tout simplement revoir certains programmes qui sont plus du tout à jour et qui ne tiennent pas compte finalement de la réalité terrain à laquelle vont être confrontés certains étudiants. Alors je ne parle pas de certaines grandes écoles, effectivement, où ils sont directement en contact avec des grosses entreprises de l'IT, mais ce n'est pas le cas de toutes. Et on déplore souvent finalement le problème de compétences qui arrivent et qui ne savent pas, parce qu'il y a un décalage total avec le monde de l'entreprise. C'est important en effet que les enseignants, on soit très proche d'eux. Eux, ils sont preneurs. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils sont intéressés. Ils sont intéressés aussi pour l'intervention aussi de professionnels directement dans les universités ou dans les écoles d'ingénieurs. Et ce qui est important aussi, c'est... on va dire que on est à trois, si vous voulez. Donc l'étudiant, l'enseignant, le professionnel. On voit de plus en plus se développer l'alternance. Ça, pour moi, c'est un très très bon moyen justement de faire connaître le monde de l'entreprise et que nous, on soit en prise directe aussi avec le monde de l'éducation. Et autant chez Auchan, en tout cas dans la direction digitale dans laquelle je suis, il y avait très peu, on va dire, d'alternants. Là, on a une forte accélération qui va dans ce sens-là. Et puis, on est sur l'île, dans le bassin, on va dire qu'il y a vraiment énormément d'opportunités. Donc, on arrive maintenant à avoir des taux de entre 5 et 10% d'alternants au sein des équipes, ce qui est vraiment extrêmement positif. Et puis, ça rajeunit un petit peu et ça donne de nouvelles idées et de nouvelles perspectives pour l'IT. Merci beaucoup, Hicham. Vincent, donc OBS, sur ces questions de transformation de compétences, voilà comme on le dit, de nouvelle génération. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce point ? D'abord, je trouve que ce qui a été développé fait tout à fait sens, mais peut-être en complément pour une des clés complémentaires pour mobiliser, motiver les équipes à se saisir du sujet cloud, à se former et à créer de la valeur avec cette technologie et tout ce qui va avec, c'est de proposer, de mettre le cloud au service de projets qui sont fédérateurs et qui font sens pour tous, pour toutes et tous, et y compris au travers des générations. Et les sujets RSE mettent le digital motorisé par le cloud, la data, l'intelligence artificielle au service de la sobriété énergétique, de l'efficacité énergétique. Ça fait partie des projets qu'on voit, nous, chez nos clients, qui ont du succès, qui permettent d'accompagner la transformation de mobiliser. Et en interne, Orange, pour notre propre transformation, on constate, lorsque on se donne une ambition forte d'un projet motorisé par du cloud, dont on sait que derrière, il va délivrer des résultats importants en termes de sobriété énergétique, on a des tas de mains qui se lèvent de tous les côtés de l'organisation avec l'envie de faire l'effort, de se former. Est-ce qu'il faut que je fasse du low-code ? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer ?
Et je vais donner, il y a des exemples très concrets. Une communauté dans le nord-ouest de la France, 1 million d'habitants, qu'on a aidé à optimiser la collecte des déchets. C'est quelque chose de tout simple. Ça s'est permis par le cloud, combiné à de l'algorithmie, de la modélisation des parcours faits par les camions de ramassage des déchets, ce qui nous a permis d'optimiser très significativement les trajets au service d'une meilleure efficacité du service rendu aux concitoyens localement, et puis une meilleure efficacité énergétique. Je ne suis pas en train de faire du greenwashing. Ce que je vous dis là, c'est qu'ici, ça nous a permis de mobiliser autour du porteur de projet au sein de l'agglomération tout un tas de contributeurs qu'on aurait sans doute eu beaucoup plus de difficultés à mobiliser si on avait été sur d'autres types de projets. Je vais prendre un autre exemple en interne Orange, qui pour le coup est intéressé. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ce genre de projet peut donner du sens, parce que c'est un retour sur investissement économique. Lorsqu'on fait aujourd'hui avec le coût de l'énergie des économies significatives sur ces énergies fossiles ou l'énergie électrique, c'est très bon pour le bilan de l'entreprise. C'est notre cas en tant qu'opérateur de réseau. Les réseaux, c'est consommateurs d'énergie. On a mis le cloud et un peu d'intelligence artificielle au service de l'optimisation du fonctionnement de nos réseaux. On a mis ça, donc on a déjà fait un MVP, enfin on fait comme tout le monde, hein. On fait des MVP, on est lean, on teste, et on a fait passer ça à l'échelle d'un pays qui est la Pologne. On a mis en place cet algorithme, ça nous permet de faire 15% d'économie sur notre facture d'énergie. Donc on sert notre but supérieur qui est, comme toutes et tous, d'être respectueux de la planète et d'être carbone neutral le plus rapidement possible, tout en faisant plaisir à nos actionnaires, puisqu'on contribue aussi à optimiser un peu notre bottom line, ce qui, du coup, permet aussi d'engager globalement le COMEX. C'était quelque chose qu'on évoquait tout à l'heure. C'est pour ça que moi, j'étais étonné d'un des retours de l'étude tout à l'heure, que je trouvais contre-intuitif par rapport à ce que je crois vivre sur le terrain, c'est que les sujets RSE peuvent très bien être servis par le cloud, combiné à d'autres technologies, notamment la data et l'IA, je l'ai déjà dit. Et c'est peut-être, je formule une hypothèse sur pourquoi la réponse à votre questionnaire est celle qu'on a vue. Si j'ai bien compris, c'est 2 tiers en gros qui se disent que ça ne sert pas trop leur sujet RSE. 2 tiers des répondants ne voient pas ce que le cloud a à faire avec leur sujet RSE. C'est peut-être parce qu'ils mesurent ça au périmètre de la plateforme, de l'infrastructure, mais pas des bénéfices qu'une fois qu'on a délivré un use case, comme vous dites, des bénéfices qu'on obtient globalement sur le carbon footprint de l'entreprise. Exactement, en fait. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait un enjeu de sensibilisation par rapport à l'impact réel du cloud. Merci beaucoup. On va quand même revenir sur ces questions de méthode de travail et de transformation de compétences pour terminer avec vous, Patrick. Côté Caisse des dépôts, qu'est-ce que vous voyez, vous, apparaître dans le champ des compétences, dans les nouvelles méthodes de travail, comme on a évoqué tout à l'heure, voilà, la culture agile, le collaboratif, tout ça, comment est-ce que ça vient un peu tout chambouler ou pas ? Alors, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit parce que je ne ferai que répéter, donc je pense que ce ne serait pas forcément le plus intéressant. Moi, ce qui me frappe, c'est la dimension, alors dans des groupes comme les nôtres qui sont très vastes, et c'est la dimension de collaboration intragroupe, c'est-à-dire le fait de substituer à des approches fédérales, comme ça a souvent été le cas, des approches fédérées, c'est-à-dire on a une DSI groupe, il y a une personne, c'est moi. Et donc, il n'y a pas de DSI groupe au sein du groupe Caisse des dépôts, ça n'est que de la fédération d'énergie entre les équipes des différentes DSI. Et effectivement, là, on voit, parce qu'on est sur des ressources rares, des approches très nouvelles en matière de collaboration, avec du coup des centres de compétences fédérés qui se montent, avec les meilleurs experts du groupe, mais au bénéfice de l'ensemble de la communauté, là où en général, dès lors qu'on est sur des approches fédérales, on peut avoir une carence de ressources. En fait, on mutualise une carence au lieu de mutualiser les compétences. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit au sein du groupe Caisse des dépôts, et c'est également quelque chose que l'on voit en termes de dynamique de place. On a parlé d'ESG. C'est impossible de faire de l'ESG tout seul. Enfin, ça n'a aucun sens, puisqu'on est forcément dans un maillage avec des fournisseurs, avec des partenaires, avec des clients. Et donc, on ne peut formellement faire de l'ESG qu'ensemble. Et la meilleure manière, mais ça vous l'avez très bien dit, c'est que pour le faire ensemble, faisons-le dans le cloud. Alors, on est plutôt promoteur d'approche de cloud de confiance, pour être très honnête, compte tenu de notre statut, de notre place dans le développement du pays. Mais du coup, typiquement sur l'ESG, c'est aussi par des approches de collaboration qu'on ira plus vite. Et du coup, la transformation des pratiques, pour moi, elle est la capacité à travailler au-delà de l'agilité, on va dire à l'intérieur de nos organisations, de travailler à plat en interne au sein de nos groupes, au sein de nos grandes entreprises, et également à plat avec les partenaires externes. Alors, quand on parle de numérique responsable, côté Caisse des dépôts, ça se traduit par quoi ?
Alors, écoutez, ça se traduit d'abord par le fait que c'est devenu pour la première fois en 2022 notre objectif numéro 1. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc ça, c'est on va dire un effet d'affichage. On pourrait considérer ça éventuellement comme incantatoire, mais ça veut dire sur le terrain, d'un point de vue business, une modification des doctrines d'investissement. Et donc ça, je peux vous dire que ça ne se fait pas sans mal. Voilà, il y a dans la salle des personnes qui sont aux manettes et qui savent ce que ça veut dire modifier une doctrine d'investissement pour être réellement dans la transformation écologique. Sur le plan du cloud et sur le plan de l'IT, c'est très clairement les approches d'écosystème. Donc, on vient de lancer là, lundi une approche de tech sprint sur la data au service de la transformation écologique. C'est un tech sprint de place. Alors, on espère que ça suscitera des vocations, mais avec l'idée effectivement d'embarquer les filiales du groupe, nos écosystèmes tech, l'écosystème tech français à travers tout l'écosystème GaiaX qui s'est monté et tous nos partenaires autour de la finance, plateforme ESG. Il nous faut une plateforme ESG souveraine. On ne peut pas dépendre des Américains ou des agences de notation extra-européennes sur les données ESG. C'est juste pas possible. Sur la rénovation énergétique, il faut absolument qu'on mette nos données en commun, et notamment les données des énergéticiens, pour aider à accélérer la rénovation énergétique. On a lancé une application Prioreno qui a un succès auquel on ne s'attendait pas, qui est une application d'intérêt général, mais qui est en train de produire un effet très fort sur les territoires. Il y a le secteur du transport, où il faut absolument qu'on aille beaucoup plus loin dans la réduction. Et puis, il y a le secteur de l'énergie au sens large. Donc, ce tech sprint que nous lançons a vocation à fédérer ces 4 écosystèmes pour travailler ensemble avec la tech française et trouver, aux côtés de l'État, puisque on était encore avec les services de la Première ministre juste avant de venir là tout à l'heure, pour voir avec l'État comment accélérer la transformation du pays, écologique du pays. Et c'est forcément ensemble, et c'est forcément sur du cloud de confiance. Voilà. Effectivement, comme beaucoup de choses importantes, ce n'est jamais l'affaire d'une seule personne. Hicham, chez Auchan, le cloud RSE, est-ce que c'est quelque chose on peut faire, on les fait rimer? Alors, je pense que le sujet de la RSE, en tout cas d'un point de vue stratégique et au niveau d'Auchan, c'est un sujet de stratégie d'entreprise. C'est déjà dans la vision Auchan 2032, c'est au cœur de la stratégie d'entreprise. Donc forcément, c'est pas l'enjeu d'une direction isolée. C'est pas uniquement une direction à droite ou le directeur RSE dans son coin, ou nous, la direction digitale, on a envie de faire un petit peu de green coding. C'est vraiment un enjeu stratégique de l'entreprise. Donc quand ça part, on va dire, du chef et qu'on forme tous les collaborateurs au travers de la fraise du climat, la fraise du numérique responsable, on va dire les formations autour de l'INR, nous on la décline après opérationnellement au sein de la direction digitale. Et donc au niveau du cloud, pour nous, ça a un intérêt extrêmement important parce que, alors l'idée, et c'est le risque aussi, c'est de se dire, c'est pas chez nous, donc je compte pas. Sauf que nous, on a fait un bilan carbone et on compte bien sûr tous les éléments autour du cloud. Et l'idée aussi, c'est d'aller voir les clouders en leur disant, bon, qu'est-ce que vous faites vous ? Et dans quelle mesure vous êtes en capacité aussi, finalement, de répondre à des engagements autour de la RSE. Ce qui fait que nous, dans notre critère de décision en termes de choix, que ce soit, on en a 4 aujourd'hui chez nous des clouders, il y a un critère RSE qui est extrêmement fort, qui fait partie de la décision. Et donc on pousse aussi, et je pense que si on veut voir bouger les lignes, c'est important aussi que les entreprises, le secteur public, poussent justement les clouders à aller plus loin dans leur démarche RSE. Moi, pour avoir connu OVH justement dans une vie antérieure, beaucoup d'efforts sont faits là-dessus. Je crois que c'est l'un des seuls, si ce n'est le seul, à faire du water cooling. Il permet de diviser par 2, on va dire, la consommation pour le refroidissement. Ils investissent dans l'éolien. Quand on va voir Microsoft et les autres, ils font énormément d'efforts. Par contre, c'est assez flou, on va dire, quand on veut avoir des données précises sur la consommation des ressources, ce genre de choses. Et quand je dis consommation, ce n'est pas uniquement instantané, c'est aussi la fourniture des équipements, les terres rares, etc. Donc, globalement, au niveau d'Auchan, nous, on met l'empreinte carbone aussi au cœur du dispositif et donc de faire en sorte que ce soit un élément important et de choix. Et le cloud nous aide aussi dans le sens où il y a quand même une variabilité que l'on a grâce au cloud, parce que si vous achetez votre matériel, s'il tourne à vide ou à moitié vide, vous ne faites consommer rien. Là, avec le cloud, en gros, vous resizez, vous redimensionnez vos environnements, vous utilisez plus ou moins, du coup, vous baissez l'empreinte carbone, ou vous arrêtez carrément des environnements quand vous ne les utilisez pas. Exemple, le week-end, les développeurs dorment, par exemple, donc on arrête les environnements de développement. Donc ça, c'est un exemple. Alors, c'est en train de se mettre en œuvre, on n'est pas encore à 100%, parce que notre stratégie a démarré l'année dernière, en tout cas en termes de roadmap, et donc là, on est en train de mettre en place, et c'est très lié avec le FinOps. C'est que vraiment, on couple les deux, puisque c'est gain FinOps pour l'entreprise, et puis pour la planète aussi.
Merci. Oui, c'est vrai que Patrick disait que c'est ensemble qu'il faut réussir à faire avancer les choses. Cette question de numérique responsable, ou en tout cas de durabilité, c'est toute la supply chain qui est concernée. Donc finalement, tout le monde se met plus ou moins la pression pour réussir à faire en sorte que chacun réponde à tous ces enjeux. Juste en complément, parce que, juste pour information, parce que l'empreinte du digital au niveau d'Auchan, c'est très peu par rapport à l'empreinte carbone globale. Voilà, avec les hyper, donc c'est surtout, on va dire, la production des biens, donc que ce soit alimentaire, non alimentaire, qui est le plus gros morceau. Et malgré ça, on a quand même, on va dire, mis l'accent et, on va dire, fait en sorte qu'il y ait une vraie stratégie autour du numérique responsable. Ça nous paraît fondamental, surtout aujourd'hui, avec la croissance, on va dire, du numérique au sein de l'entreprise. Oui, parfois il suffit juste d'un maillon de la chaîne, hein, sans parler du maillon faible, mais il en suffit juste d'un pour faire en sorte qu'effectivement l'empreinte carbone s'envole. Vincent, bon, vous nous avez déjà un petit peu donné votre avis tout à l'heure sur tout ce qui était RSE, mais pour compléter peut-être ce que vient de dire Hicham sur la pression qui est mise sur le clouder. Alors bon, je sais que OBS, vous n'êtes pas l'hébergeur en chef, mais qu'est-ce qui arrive jusqu'à vous justement de la part de ces entreprises sur cet étau? Comment est-ce que vous pouvez le ressentir? Parce qu'il y a deux postures en fait, hein. Il y a celle du proactif, où effectivement, comme on disait tout à l'heure, il ne s'agit pas d'être conforme quand on nous le demande, mais on fait certains efforts de conformité avant, ou c'est effectivement en réponse à une demande. Ce que je veux dire, c'est que cette démarche d'accompagner les acteurs vers la durabilité, est-ce que vous ressentez une forte pression, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'arrive pas jusqu'à vous? Alors, je ne parlerai pas de pression, mais de demande. Et oui, on ressent une forte demande. Je vais vous détromper. On est hébergeur et fournisseur de solutions de cloud. Plutôt dans l'univers ancien des clouds privés, c'est peut-être aussi pour ça que j'en parle, mais qui ont un fort avenir devant eux et des clouds qui peuvent être de confiance. Donc cloud privé virtuel, mais également d'une solution de cloud public qui est OpenStack. Donc c'est un peu précurseur du Linux, du cloud dont on parlait tout à l'heure. Et qui croît très vite, et qui d'ailleurs, je crois, est identifié par certains observateurs du marché comme une des belles solutions alternatives aux hyperscalers au niveau européen, en complément des OVH ou des solutions de T-System. Donc on pourra passer du temps, si vous voulez, je pourrais vous parler de ça. Et c'est des solutions sur lesquelles on met beaucoup d'accent, comme tous, à la fois par conviction, mais parce que c'est l'exigence de nos clients, pour les rendre exemplaires en termes de sobriété énergétique, en termes d'utilisation des énergies renouvelables et en termes d'efficacité, de frugalité. On évite d'allumer des serveurs qui ne sont pas utilisés, etc. etc. On n'utilise pas le water cooling. Nous, on a des data centers qui sont en Normandie. Il suffit d'avoir le vent normand pour les rafraîchir, tant que le climat est tel qu'il est. Ça pourrait changer avec le réchauffement. Mais quoi qu'il en soit, c'est des sujets qui sont au cœur de notre ADN, qui sont au cœur de nos enjeux économiques, parce que nous, notre empreinte énergétique, notre empreinte carbone en tant qu'opérateur telco, qui est notre ADN de base, elle est très significative. Et d'autant plus que, comme vous le savez, les volumes de données augmentent de manière exponentielle, et nos tuyaux qui permettent de transporter de manière sécurisée et fiable ces volumes de données sont nécessairement de plus en plus gros et de plus en plus consommateurs dans l'absolu, si on ne fait pas d'optimisation d'énergie, laquelle coûte de plus en plus cher. Donc c'est juste pour vous faire comprendre à quel point c'est essentiel pour nous, d'un point de vue économique, mais d'un point de vue de nos convictions aussi, puisque notre intention, et c'est dans notre ADN d'opérateur telco, secteur public à l'origine, c'est d'avoir un impact positif sur les clients qu'on sert, que ce soit grand public ou entreprise. Et donc aujourd'hui, mettre le digital et ce qu'on peut faire dans le digital au service de la sobriété énergétique de nos clients et de l'exemplarité énergétique de nos clients, c'est clé. Donc je reviens à votre question après, c'est est-ce que vous sentez une pression? Non, ce n'est pas une demande, c'est un désir. Et donc le cloud, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, c'est une des solutions. Pour moi, le digital, s'il est bien utilisé, c'est toujours un peu pareil, est une solution, fournit une solution aux enjeux climatiques qu'on a aujourd'hui. Je pense que l'exemple du télétravail et le fait que ce soit possible désormais de continuer à avoir une activité économique et créer de la valeur ensemble, même en restant chez soi, en évitant de faire rouler son moteur, qu'il soit électrique ou à énergie fossile, c'est une démonstration. Je n'ai pas vu d'équation, de bilan global, mais on peut supposer que c'est une preuve que le digital, et en l'occurrence le cloud, utilisé à l'échelle, peut être une solution au problème que l'on rencontre. Et du coup, je voulais plutôt revenir sur... Je pense qu'une des clés, effectivement, c'est de collaborer.
notamment dans des chaînes qui sont de plus en plus complexes et intégrées, avec les fournisseurs, etc., et même les clients, parce que ça peut être des boucles de rétroaction. Et donc, pour pouvoir faciliter ça et accélérer cette création de valeur au service de la sobriété énergétique, disons-le comme ça, il faut faciliter le partage de la donnée et l'économie de la donnée. Et c'est une des raisons pour lesquelles, nous, Orange, nous sommes aussi membres de GaiaX. C'est parce qu'une des finalités qu'on voit dans GaiaX, c'est créer les conditions d'un espace économique de la donnée européen, donc souverain au sens européen du terme. Mais dans quel but ? C'est faciliter justement la création de valeur en commun à partir des données, lesquelles supposent avoir du cloud pour faire tourner le truc, mais le sujet, c'est la donnée et l'économie de la donnée. Et juste pour terminer, ce que je voulais dire, la donnée, si j'ai une donnée, vous avez une donnée, je peux vous la donner, sans jeu de mots, et vous me donnez votre donnée, j'en ai deux. Vous avez deux, c'est pas comme si j'échangeais des pommes. Le coût marginal du partage de la donnée est quasiment nul, au-delà du stockage et du transport. Mais avec ça, on peut créer beaucoup de valeur. Et donc, il y a évidemment, le sujet pour moi, il est là, et c'est une des raisons pour lesquelles on fait partie de GaiaX, et c'est une des raisons pour lesquelles je souscris totalement à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que pour créer de la valeur, il faut mettre à plat l'écosystème en interne, mais globalement avec nos partenaires et fournisseurs. D'accord, merci beaucoup Vincent. Michael, peut-être justement Engie, l'énergie, la transition écologique, vous êtes effectivement au cœur de tout ça, surtout en ce moment. Est-ce que vous aussi, Cloud, vous le faites rimer avec enjeu RSE ou complètement ? Oui, complètement. Comme vous l'avez dit, je pense que c'est un secret pour personne, mais Engie fait un peu d'énergie. Et depuis quelques années, il y a eu une évolution majeure dans la volonté ou dans la finalité d'Engie d'embrasser la transition écologique, avec beaucoup d'efforts faits sur le renouvelable, autant sur les fermes solaires que sur les fermes éoliennes, mais aussi de plus en plus sur l'hydrogène. Donc ça fait partie en fait de l'ADN du groupe. Donc au sein de l'IT, je pense qu'on fait partie de cette chaîne de valeur. Très tôt, même avant d'avoir entamé le virage sur le cloud, on avait commencé à mesurer l'impact RSE en fait de nos data centers, et on avait déjà une approche volontariste pour optimiser, réduire l'objet carbone en fait généré par les data centers. Le passage sur le cloud, même si on a eu beaucoup de mal à obtenir les données de la part des hyperscalers, ça commence à arriver, mais les premières données là, qu'ils commencent à nous partager depuis un an et demi, montrent par l'effet de masse une amélioration majeure de la consommation carbone par rapport à ce qu'on peut faire en propre, même malgré tout dans des data centers mutualisés et concentrés. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme c'était partagé tout à l'heure, quand on a un data center mutualisé, s'il y a de la ressource qui n'est pas consommée pour des finalités business, elle est quand même consommée d'un point de vue énergie. Alors qu'effectivement, quand on est sur un hyperscaler, on ne consomme que ce que l'on utilise, et on va même, nous aussi, jusqu'à arrêter les environnements qui n'ont pas nécessité d'être allumés en permanence. Donc, deux effets qui nous permettent d'optimiser la consommation carbone. Le dernier point sur le cloud, ça a aussi été dit, mais c'est tellement vrai, c'est que dans le cloud, le FinOps, la consommation de la souscription, ce que l'on paye en fin de mois aux hyperscalers, est directement lié à l'optimisation des différents workloads et à l'optimisation de la consommation carbone. Donc un double effet bénéfique pour le groupe, réduire la facture et réduire la consommation carbone. Donc je pense que, en tout cas, ça donne encore plus d'énergie, c'est le moment de le dire, pour faire cette optimisation. Voilà. Très belle conclusion. Merci beaucoup, Michael. Toufik, je vais vous donner le mot de la fin avant de passer aux questions. Peut-être justement le point de vue d'EY sur la RSE. Moi, je voudrais rebondir sur le point des plateformes ou des écosystèmes qui a été abordé par Patrick et Vincent.
Je pense que c'est clé parce que l'enjeu, c'est de produire mieux, mais avec moins de ressources. Et le moins de ressources va se traduire par aller chercher les bons applicatifs, les bonnes infrastructures qui sont mutualisées, qui sont au service, où il y a des tonnes de jours hommes qui ont été passés au développement, des tonnes de kilowatts qui ont été mis en place pour opérer ces solutions, ces infrastructures, et éviter de refaire ce qu'ont fait des acteurs spécialisés. Donc créer un écosystème, que ce soit interne au sein d'un grand groupe, ou pour les entreprises qui sont plus petites, l'écosystème externe, est vraiment clé dans cette quête de la durabilité numérique. Le deuxième point, je pense que tout le monde connaît les concepts Green IT, Tech for Green. Je ne parlerai pas du Green IT, mais on voit bien aujourd'hui un enjeu de donner les moyens aux entreprises et aux organisations en général à pouvoir piloter leur consommation carbone. Et le cloud, en même temps, va être un vecteur d'accélération parce que les outils de pilotage des consommations carbone, etc., sont sur le cloud. Et en même temps, travailler sur ces outils-là va permettre d'accélérer cette prise de conscience. Et du coup, dès qu'on a un objectif, on va travailler à réduire notre positionnement par rapport aux objectifs et d'initier un cercle vertueux par rapport à cet enjeu. Merci beaucoup, Toufik. On va terminer par la question que j'ai posée tout à l'heure, juste pour avoir... Par contre, vous allez me répondre juste en un mot, comme ça on va gagner du temps. Toufik, pour vous, mythe ou réalité ? 200%. Moi, je dirais proche de la réalité, en fait. Après, le cloud est un concept, c'est-à-dire c'est des façons de travailler, c'est pas juste l'usage d'infrastructures qui sont à l'extérieur. Donc, je mets dans le paquet le cloud privé, l'automatisation, etc. Merci. Michael ? Pour nous, réalité. Déjà. Non, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a quelques contraintes réglementaires qui font que on a quelques endroits où on devra garder du on-prem, mais excepté ces quelques poches résiduelles. Vous répondez pour nous, oui. Pour nous, oui. Voilà. Pour nous, c'est Après, demain. je sais qu'aujourd'hui, sur la place de Paris, on est encore une exception, mais en tout cas, c'est possible. Voilà. Et je rejoins complètement Toufik. Le cloud, c'est pas juste un hardware ou une façon de consommer de l'infrastructure. C'est une culture, c'est de l'infra as code, c'est du DevOps, c'est de l'agilité. Et c'est tout ça, à mon avis, de toute façon, qui pourra plus faire marche arrière. Donc même si on est encore sur des infrastructures qui sont plus proches de chez soi, la manière dont on va gérer les infrastructures, je crois qu'on n'a pas le choix. Ça va aller vers l'infra as code, le DevOps, le cloud, l'agilité. Et donc, en ça, réalité à 100%. Ok, voilà. Merci beaucoup. Vincent, vous n'avez pas changé d'avis ? Non, je reste sur mon pronostic, qui n'engage que moi. Pas 100% des applications, mais 100% des entreprises et organisations, oui. Hicham ? Alors, chez Auchan Retail International, on n'est pas très loin. J'ai 2 résistants que sont des AS400 et qui sont embarqués dans un programme. Ils sont et chez une Auchan, on appli les qui cherchait migre, tout à l'heure, ils sont voilà, chez vous. Ils sont chez nous. Voilà. Donc, il nous reste 2 AS400 chez Auchan Retail International. On sait que dans les pays, il y a encore pas mal d'on-prem, donc il y a un gros programme de transformation. En tout cas, chez Auchan Retail International 2030, oui. Pour les autres, je pense qu'il va rester encore. Et on voit qu'il y a encore aussi cette volonté et cette nécessité aussi de garder un petit peu la main sur un certain nombre d'environnements. Donc il y a un aspect, je pense, en effet, qui est assez réaliste sur certains systèmes d'information qui vont rester ou qui ont besoin d'être là pour des raisons particulières ou qui vont mourir de leur belle mort. Et de l'autre côté, il y a un petit peu la volonté de maîtriser, d'avoir quelque chose sous la main. Donc là, on est dans une approche un peu... Alors c'est du change, c'est de l'affect aussi, je pense, pour tous ceux qui ont fait de l'infrastructure historique. On se souvient des câbles autour du cou et de la graisse et des boulons. Mais globalement, on y va. Mais globalement, si on prend tout le groupe, 2030, peut-être un peu après, je pense. D'accord, bon, donc c'est plutôt la date qui poserait problème plutôt que le concept. Et puis on va terminer avec vous, Patrick. Alors, je pense 100% de la création de valeur sera dans le cloud. Ça, il n'y a pas de débat. Et donc, c'est non seulement une réalité, mais une nécessité. En revanche, 100% des systèmes dans le cloud, c'est un mythe total. Ne serait-ce que dans le secteur financier, il n'y a aucune valeur à faire du lift and shift sur les core banking. Donc, on n'ira pas, ou très marginalement. Voilà.
D'accord, donc là, vous êtes plutôt 100% pour certains, mais pas tout le monde. Donc le 100%, c'est non, c'est 50%. Sur les secteurs régulés, il y a la santé, il y a l'énergie, il y a la finance. Il n'y aura pas 100% de cloud, c'est une évidence. Et ce n'est pas désirable. Et pour autant, ce qui est très important pour ne pas envoyer un contre-message, c'est que pour le coup, 100% de la création de valeur doit se faire dans le cloud. Là, il n'y a pas de débat. Bon, c'est très clair. Écoutez, merci beaucoup à tous les 5. Ne partez pas. Je me tourne vers la salle pour voir s'il y a des questions. L'hémisphère droit, toujours très réactif et présent. On compte sur vous. Alors, qu'a-t-on oublié ? Vous avez, enfin, c'est oublié, je ne sais pas, c'est prétentieux de ma part de dire ça. Non, mais vous n'avez pas parlé des services temps réel. Personne n'a parlé du cloud edge et des problèmes spécifiques qui sont associés au temps réel. Est-ce que c'est parce que vous pensez que ce sera traité comme tout le reste ou que c'est pas un sujet? Bon, première question. Et la deuxième, pour imiter un peu votre question, est-ce que 100% cloud, ça veut dire 100% de web browser sur le poste de travail en 2030? C'est-à-dire plus de, pour reprendre les questions d'il y a 20 ans, plus de clients lourds que du client léger, quoi. Voilà. Donc deux questions de nature très différentes. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière sur la salle? Tout le monde est dans le noir. Merci. Le micro. Je veux bien tenter un début de réponse, mais il faudra compléter, parce que j'ai vraiment pas le monopole du sujet. Sur le edge, pour moi, ça n'a pas été abordé parce que c'est un raffinement du sujet plus global du cloud et je ne pensais pas qu'il était opportun de rentrer dans ce niveau de détail. Mais après, c'est vrai que je n'ai pas posé la question. Non, mais il est vrai que autour des sujets d'économie de la donnée, le temps réel, qui du coup est rendu possible ou motorisé par des solutions qui sont plutôt de edge computing, est quelque chose qui est de plus en plus, qui suscite de plus en plus l'intérêt des acteurs économiques, moi plutôt du secteur privé. J'ai pas encore vu, quoique si, avec l'usage des caméras, et il y a aussi des services publics qu'on peut optimiser avec ce type de use case. Donc c'est un vrai sujet. Il y a énormément de valeur et un gros potentiel. Après, moi, la perception que j'en ai, en toute modestie, c'est que ça reste encore... on est sur des proof of concept, on est au début, on est un marché qui se cherche encore en termes de use case, en termes de maturité, en termes de maîtrise de la technologie. C'est-à-dire que déjà, le challenge qu'on évoquait d'embarquer largement les équipes et les comités de direction sur des sujets de cloud d'il y a 10 ans, c'est encore un sujet. On est sur la vague d'après, pour moi, avec le temps réel motorisé par du Customer Edge Computing. Oui, je pense qu'il faut être prudent sur ce sujet parce que attention à ce qu'on appelle le technosolutionnisme, c'est-à-dire de penser qu'on va tout régler par la techno, et la valeur réelle qu'on peut attendre de ce tout temps réel, je serais très prudent. Alors je ne connais pas tous les secteurs d'activité, il y a certainement des secteurs d'activité où ça peut créer de la valeur. En tout cas, dans l'écosystème du groupe Caisse des dépôts, on ne voit pas de création de valeur immédiate. En revanche, le côté numérique des responsables du temps réel, il est massif. Et donc, du coup, soyons prudents au moment où on doit faire preuve de numérique responsable, à vouloir trouver une solution à travers des solutions extrêmement consommatrices en énergie et en bande passante. Peut-être juste pour compléter, sur le temps réel, en tout cas chez Engie, le temps réel est beaucoup lié avec l'informatique des sites industriels, sur lesquels il y a encore du réglementaire très particulier. L'industriel a très longtemps été déconnecté du reste des autres systèmes par le fait qu'il faut remonter de l'information justement en temps réel, etc. Ça commence juste à s'interconnecter avec les réseaux. Donc, je pense qu'il y a un petit décalage de vagues, etc. Je pense que ça va venir. On est en train, par exemple, chez Engie, là, de déployer du SD-WAN sur l'informatique industrielle. Déjà, c'est un choc thermique. Donc, avant de les amener dans le cloud, voilà, je pense que ça viendra. Mais on est dans une vague juste... qui viendra derrière, je pense. Oui, parce que en fait, on parle d'enjeux de durabilité, de numérique responsable, mais dans le cas par exemple d'Engie, il y a cette convergence IT-OT et puis l'IoT qui vient effectivement parce que qui veut se mesurer doit récupérer l'info. Donc c'est là effectivement qu'il peut y avoir aussi des enjeux de temps réel, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit tout de suite. Oui, mais on peut récupérer des données toutes les minutes, on n'est pas obligé de les échanger toutes les minutes. Et donc il faut voir la valeur de l'échange en temps réel. Le fait de capter de la data tout au long de la journée
sur ne serait-ce que les sites de production et donc pouvoir faire de la maintenance prédictive, il n'y a pas de doute. La question, c'est est-ce qu'on doit faire l'échange en temps réel? Et donc, je ne doute pas qu'il n'y ait pas des usages. Mais Ça va dépendre du besoin. Exactement. C'est ça, mais voilà, mais c'est pas, il faut pas. La collecte des données n'est pas forcément synonyme de temps réel. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas abordé ce sujet. Oui. Ah oui. Storengy, par exemple, qui fait du stockage de gaz, LNG sur les terminaux méthaniers. Bon, voilà. Oui, et puis après, il y a les éoliennes, tout à fait. Alors, sur les éoliennes, par exemple, par contre, on a une plateforme qui est dans le cloud qui fait le monitoring des éoliennes. Je peux citer un autre exemple, par contre, où là, il y a de l'échange et ça passe dans le cloud. C'est les fameux compteurs Linky ou Gaspard exactement, pour Gaspard, qui remonte de l'information et qui est repartagée ensuite à tous les distributeurs d'énergie. Donc, il y a quelques cas où ça existe. Quand on se rapproche de l'industriel, par contre, je pense qu'il y a quelques éléments sécuritaires qui font que ça viendra sans doute dans un second temps. Et là aussi, il y a quelques réglementations qui commencent à émerger avec Nice 2, etc. etc. Donc, Ça nous donnera une occasion de revoir dans 10 ans pour faire un pari sur 2040. Mais on n'a pas répondu à la deuxième question de Monsieur Bonhomme. C'était moins une question qu'une réflexion en rebondissant sur l'étude que Toufik nous a présentée, qui est très intéressante. J'ai ressenti des interrogations qui tout de suite se sont portées sur la valeur RSE. Est-ce que ça ressort aussi nettement de l'étude? Est-ce qu'on sait mesurer, etc. Et puis autour de la table, j'entends des grandes entreprises. Hein. Vous êtes tous peu ou prou des représentants de grandes entreprises qui avaient une méthodologie, et les offreurs de cloud aussi, pour pouvoir mesurer cet impact carbone. Je voulais juste vous dire une chose, n'oubliez pas une partie de l'économie, c'est des petites, moyennes entreprises, pas seulement TPE, mais aussi PME, qui ont encore leur site propre, qui ont encore des gens qui méthodologiquement ne savent pas toujours raisonner RSE, Green IT, etc., qui n'arrivent pas nécessairement à mesurer ça bien. Et je crois, Toufik, que dans le ciblage de l'étude, il y avait une partie de ces acteurs-là. Alors, ça n'implique pas un biais, hein, mais c'est simplement un petit correctif que je voudrais donner de pur bon sens. Mais exactement, en fait. Hein, et dans les détails de l'étude, on voit bien la différence entre les grands groupes et les plus petites entreprises par rapport à ce sujet-là. Bonjour à tous, Imad Ladada, je suis consultant cybersécurité chez Verizon. Nous accompagnons les entreprises dans leur démarche de sécurisation de leur système de paiement. Nous constatons pour la majorité de ces entreprises ont engagé le process de migration vers le cloud pour des questions justement d'agilité, de capacité d'innovation. C'est un secteur qui connaît beaucoup d'innovation. Mais aussi, on constate que les nouvelles entreprises qui viennent s'ajouter dans cet écosystème choisissent d'y aller sur le cloud pour des questions de difficulté par rapport à la conformité vis-à-vis de la réglementation, mais aussi aux standards de sécurité, aux exigences de standards de sécurité pour lever ces barrières d'entrée dans le secteur des fintech et des moyens de paiement. Donc moi, ma question, est-ce que finalement le cloud n'est pas un vecteur de différenciation, n'est pas un avantage concurrentiel, et finalement, est-ce que ce n'est pas une question existentielle que de commencer à y aller sur le cloud pour les entreprises aujourd'hui? Patrick ? Sur le secteur financier, ce n'est pas une question existentielle. Hein. Je suis désolé, je suis un peu direct, mais les core banking, ils vont rester, il n'y a pas de valeur à faire du lift and shift, et l'essentiel des opérations bancaires se fait à travers des systèmes d'information qui, pour certains d'entre eux, ont plus de 20 ans, sont très robustes et ne posent pas de problème. Alors pour autant, en termes d'avantages compétitifs, et on parlait tout à l'heure de création de valeur, là, effectivement, pour ne pas se retrouver relégué, mais c'est une course en permanence les uns et les autres, là, effectivement, le cloud est absolument indispensable, notamment pour tout ce qui est relations clients, pour tout ce qui est développement de services aux clients. Sur la data, il y a, oui, le cloud, mais attention au cloud de confiance. Hein. Donc, du coup, dans cloud, il faut probablement, comme toujours, séparer un peu les différents sujets. Voilà, en tout cas, je parle pour ce que je connais. Je ne sais pas ce que les collègues pourront dire sur leur secteur.
Non, peut-être en complément, mais qui va complètement dans ce qui a été partagé tout à l'heure. C'est-à-dire que toute création de valeur, tout nouveau système, il est créé sur le cloud. Une nouvelle entreprise qui se monte, fintech, startup, elle ne va pas aller se monter un on-prem parce qu'elle n'a pas de legacy à tracter. Donc, elle a tout intérêt justement à développer l'offre, la valeur business sans avoir à traiter toutes les problématiques d'infrastructure qu'on peut avoir à traiter sur du on-prem. Donc c'est assez logique, et je pense que personne aujourd'hui n'a montré une start-up ou une fintech en ayant voire un hébergeur pour monter un on-prem, quoi. Enfin, On peut prendre une dernière question s'il y en a une. est-ce que vous pourriez la répéter, pardon, parce que on l'a oublié, je pense. Désolé. En mode client léger complet, quoi. Oui. Le meilleur client léger qui soit, c'était le 3780, non, c'est ça, sur IBM? Non, je rigole. Non, mais je pense qu'il y a tout le temps cette volonté de vouloir mettre du client léger pour simplifier les déploiements. Ça avait été le cas à une époque avec du Citrix. On a vu que ça avait eu quelques soucis. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai que les développements, le HTML 5.0, etc., permet beaucoup plus de choses, mais franchement, je ne sais pas. Sur le mobile, c'est pas du browser, hein. Donc on peut en faire, bien sûr, hein. On peut faire une application mobile, mais et comme on ne sait pas ce qu'il y aura demain, dans 10 ans, on peut imaginer qu'il y aura autre chose que le mobile. On ne sait pas encore forcément quoi. Je pense que le web browser et le poste de travail à l'ancienne, par contre, lui, progressivement, dans les usages clients, il disparaît complètement, ça c'est très clair. Et en interne des entreprises, il y a d'autres manières de faire, notamment sur le SaaS, où la question du browser se pose différemment. Alors je ne sais pas exactement ce que vous entendiez par browser, mais voilà. Navigateur, j'imagine, non? C'est le navigateur. Moi, je constate qu'il y a... Il y a une tendance de fond. De toute façon, c'est clair que les développements applicatifs aujourd'hui ils sont massivement sur du web. Hein. Donc HTML 5.0 avec des possibilités qu'on ne pouvait imaginer historiquement. Faire des outils de retouche photo, montage vidéo, des applications métiers qui historiquement fallait un client lourd. Maintenant, c'est le navigateur. Donc c'est vrai qu'il y a une majorité. Quand on regarde les profils de nos collaborateurs, en tout cas chez Auchan, et qu'on voit leurs usages, je pense que pour peut-être 90% des gens, voire 95%, on pourrait leur donner un Chromebook avec juste un navigateur. Hein. Ça suffirait très largement. Alors, Chromebook, j'allais dire l'ancienne génération, parce que quand on voit la taille des Chromebooks aujourd'hui et leur coût, on se pose des questions, parce que c'est des Core i5 avec 16 Go de mémoire. Donc ça pose la question de la RSE, parce que je fais le parallèle. Je vois la taille d'un navigateur web quand il monte en mémoire. Ça fait un peu peur, quoi. Vous avez ouvert 0 page, gourmand, hein. C'est extrêmement gourmand. 3-4 onglets, vous êtes déjà à 2-3 gigas. Donc là aussi, il y a un gros travail à faire, et ça fait partie de la sobriété et du green coding, à réapprendre et rééduquer les développeurs. J'avais pas si longtemps que ça été dans un petit forum. Ça ne fait pas partie des cursus scolaires. Hein. Je veux dire, les gens, ils développent. Il y a de l'infrastructure à foison dans le cloud. Il ne vaut pas ce qui se passe, hein, comme dans les usages. Et du coup, ça sort du code et pas du tout optimisé. Pour ceux qui ont connu le code optimisé où le moindre octet coûtait cher. Moi, j'ai connu même mes profs qui étaient à la carte perforée qui me disaient « t'as pas intérêt de te planter, il faut que ce soit aux petits oignons ». Donc là, il y a un vrai chantier, en tout cas, de ce côté-là, si on veut faire du vrai full browser responsable. Et peut-être d'ailleurs en complément, nous, sur les calculs de consommation carbone, c'est souvent partagé sur les frises du numérique. On peut dire, oui, le data center, ça consomme énormément, mais en fait, la majorité de la consommation carbone, dépense carbone, elle est sur les devices, hein, et de très loin. Donc, il y a sans doute un travail à faire à ce niveau-là. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les 5, Patrick, Hicham, Vincent, Mickaël et Toufik. Merci à vous pour vos questions également. Et donc, attention, je vais terminer en beauté, puisque je ne vais pas me tromper cette fois. Je vais appeler donc Virginie Cuvier, qui devait être avec nous ce matin, qui est là, qui est la secrétaire générale de l'association Isaka Afai. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Bonjour à tous. Alors, on m'a dit, effectivement, je prie de m'excuser, je pensais que c'était 14h30, mais je bats ma coulpe. Donc,
Vincent a brillamment fait l'introduction. Il m'a dit, il faut que tu fasses la conclusion, sinon aucune femme n'aura foulé cette merveilleuse estrade d'EY. Donc je me dévoue. Bon, sachant qu'on a un événement Femmes at Numérique en parallèle, donc ce qui explique un peu cela. Après, je ne suis pas la seule femme, et fort heureusement dans cette assemblée. Mais voilà, c'est comme ça en 2023. Mais on y travaille, et on a d'ailleurs un groupe de travail qui s'appelle She Leads Tech, et on œuvre beaucoup pour favoriser la tech. Ça va, vous m'entendez, dans la profession. Alors en 2030, où on en sera, pour les femmes, on verra, mais en tout cas pour le cloud, j'ai compris qu'il y avait quand même quelques avis divergents, mais qu'a priori, voilà, on allait quand même très fortement vers un cloud, peut-être pas à 100%, mais peut-être à 99%. Alors, ce qu'on a pu voir pendant ces quelques... Je ne vais pas faire très long, hein, vous inquiétez pas. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que... C'est la conclusion. Quelques aspects réglementaires, hein, européens et aussi locaux. Quelques incertitudes aussi portées, a priori, par ces réglementations. Et aussi des sujets de confidentialité et de données personnelles. On a beaucoup parlé, c'était très intéressant, la souveraineté et la compétitivité, hein, qui était un enjeu pour justement cette cloudification. Je ne sais pas si on dit comme ça. L'approche... Non, je ne peux pas répondre. Donc l'approche cloud, elle est véritablement stratégique. Hein, on voit tous chez nos clients ou dans nos propres sociétés, pour des raisons de coût, mais également pour la valeur que ça peut nous apporter. Et à titre d'exemple, ça peut améliorer le cycle de développement IT, ce qu'on a pu voir dans une des tables rondes. Donc l'offre, elle est très importante sur le marché, mais on comprend qu'il y a encore de la place. Hein, OVH laisse un petit peu de place aussi, donc ça c'est bien, c'est positif. Mais on comprend que les migrations ne sont pas si simples et que ça comporte quand même quelques enjeux et quelques défis. Notamment dans le cadre des transformations et l'embarquement des équipes métiers notamment. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Si vous voulez peut-être rajouter un dernier mot, dernière remarque ou impression. Sinon, je vais vous dire merci, un grand merci. Alors, au nom de... Je suis secrétaire générale, mais c'est surtout au nom du comité d'administration, du bureau. Vous savez, on est tous bénévoles dans cette association, qui est une très belle association qu'on porte vraiment avec vigueur et courage et passion, parce que c'est notre métier et qu'on a vraiment envie de le faire partager. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre, hein, parce que faire partie de cette association, c'est accéder. Alors, je pense que Vincent, tu as dû brillamment expliquer tout ce qu'on faisait, tous les services qu'on vendait aux professionnels de l'audit IT du numérique. Avec plaisir pour que vous participiez aussi, que vous apportiez votre pierre également, avec plaisir pour vous recevoir en tant que membre, vous accompagner et vous accompagner aussi en tant que professionnel. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai fait. Parfait. Merci à vous. Et merci beaucoup. Alors, je voudrais quand même mention spéciale. Alors, Stéphane, hein, qui a brillamment... et quand même qui s'en est sorti, malgré tout. Cécile, nous ne sommes rien sans toi. On ne peut rien organiser sans toi. À Vincent, qui fait l'introduction, qui passe les micros. Voilà. Voilà, notre président. Et puis à Patrick Lefa, qui a beaucoup œuvré pour organiser. C'était, je pense, un très beau symposium. C'est un événement très important pour l'association et vraiment avec des interlocuteurs de qualité. J'espère que vous avez apprécié et qu'on vous reverra aussi pour le prochain symposium, mais bien évidemment avant, pour des groupes de travail, des jeudis de la faille, tout ce qu'on organise pour vous. Merci à vous. Vous aviez noté qu'il y avait un cocktail, bien sûr. C'est maintenant.